Donc, je suis venu, je lui ai dit que, OK, moi, donc, voilà, je suis musulman, je ne mange pas le porc. Donc, quand tu me fais juste végétarien et avec chicken. Donc, du coup, on venait d'arriver. Mais poulet en chinois, c'est jiro. Et le porc, c'est juro. Donc, moi, quand je suis venu, je lui ai dit que, OK, donc moi, je ne mange pas du poulet, je ne mange que le porc. Ah, Donc, merde. Ah, l'erreur. ouais, je suis parti pendant 3 mois, je mangeais chaque jour, je venais, ok. Elle Incroyable. connaissait mes préférences, ouais. Elle connaissait mes préférences. Quand je viens, elle me prépare mes Bowser, Juro et Chusai. Donc, Pendant un trois jour, mois, je t'as mangé vais. du... Ouais, 3, 4 mois. Un jour, je suis parti C'était avec bon ou un pas? ami. Ça va. Je m'attendais vraiment pas à une histoire comme ça. Bonsoir, Magie. C'est Ismaïla Bonsoir. et ouais, je suis ravi de pouvoir faire connaissance à travers ce podcast, Harmony Story de Sadir. Donc, je vais juste me présenter brièvement. C'est Ismaïla Barry, d'origine sénégalaise. Et donc, disons que je vis entre Shanghai et Stuttgart en Allemagne. Euh, Mon parcours, j'ai fait le lycée au Sénégal, la licence dans une école de commerce au Sénégal, entre le Sénégal et le Ghana. Et juste après, j'ai travaillé un peu au Sénégal dans les stages, notamment avec un des invités de SEDER, Norbok, qui est à la laiterie du Berger. Et après, juste après les études, je suis parti, juste après la licence, je suis parti à Shanghai, à Shenyang d'abord, et après à Shanghai pour faire mon master. Et de Shanghai, je suis parti à San Francisco pour revenir à Shanghai encore, pour travailler à Shanghai pendant un moment, pendant 3 à 4 ans. Et depuis lors, depuis 2018, je suis en Allemagne en tant que project manager au début, avec la même entreprise. Mais depuis lors, je suis devenu consultant, un consultant de l'entreprise, donc en tant que partenaire. Et à côté, je gère aussi d'autres business au Sénégal et dans le digital marketing. C'était pas trop dur le choc culturel? Ça va, c'était pas. Ben, au début, comme j'étais entendu dire avec pas coéquipier, ton partner, Ouais. peut-être qu'on va y revenir après. Euh, il y a ce choc culturel parce que déjà c'est différent. À Singapour, c'était bien. Peut-être j'anticipe déjà pour ceux qui nous écoutent, mais qui t'ont déjà vu. À Singapour, les gens ils parlent anglais, ça va, tu peux t'en sortir. Mais dans une ville comme Shenyang et même à Shanghai, les gens ils ne parlent pas en Mm. anglais. Voilà, même le béaba de l'anglais, ils ne parlent pas. Donc c'est à toi de te débrouiller et tout. Euh, Au début, c'était difficile, surtout avec la nourriture. Ça va au Sénégal, on mange bien et tout. Et bon, et comme durant mon cursus, j'étais aussi officiel militaire, donc j'ai appris à manger un peu du tout et de n'importe quoi. Mais ça n'a pas été trop dur de m'adapter parce que déjà, ils ont une culture, je peux dire, similaire avec le Sénégal, du côté tout ce qui est famille, les gatherings et tout. Et après, c'était juste, voilà, là où j'étais avant. Au début, je me disais que voilà, il y avait un peu d'ignorance à travers la peau noire. Mais après, tu vois que voilà, vite fait, tu peux entretenir de bonnes relations avec les gens et voilà, tu intègres. Donc, depuis lors, Mm. je veux dire que voilà, je suis un Shanghailais, donc un Shanghai sénégalais, tu vois. Et tu parles bien maintenant? Tu parles bien mandarin? Ouais, 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 depuis la première année, parce que je me dis, je peux dire que si j'ai seulement fait un semestre où j'étais vraiment assidu euh, dans les cours, et après le deuxième semestre, tout ce que j'ai fait, c'est que je me suis trouvé des amis chinois, et voilà, j'ai trouvé un travail d'étudiant à Shenyang, et voilà, avec la vie de tous les jours, je me suis perfectionné, mais
Le chinois, normalement, un semestre, ça suffit pour apprendre le chinois. Juste un Ouais, parce que semestre. tu t'es intégré directement. T'as pas traîné, par exemple, avec, je sais pas, la communauté, je sais pas s'il y en a une communauté sénégalaise ou une C'est, communauté française, peut-être, ou si, francophone, on va dire. Ça sera plus si, simple. si, si, il y avait une communauté sénégalaise, les mêmes gens avec qui j'étais dans la même classe à BEM, ils étaient aussi venus en semestre d'échange. Donc, même ma chambre, je partageais avec un Sénégalais, mais ce que je faisais, c'est que, voilà, quand tu viens, tu me parles, moi, je réponds en chinois avec le peu de chinois je connaissais. Et après, voilà, quand je dormais, j'écoutais les musiques chinoises. Voilà, je me Ah ouais. forçais à, voilà, à T'écoutais, rentrer. Ouais. t'écoutais Jay-Chou? T'écoutais Non, Jay-Chou? non, j'écoutais Wang Feng. Ah, je connais pas. Wang Feng, c'est le gars de Beijing, là. Ah, je connais pas. Peut-être son label, je Euh, l'avais. C'est quoi, c'est JVR Music? Peut-être le label? Ça, ils ont. et que c'est pas Wang Feng parce que c'est l'un des grands musiciens de la Chine. Hein. Ouais, c'est lui qui a chanté Beijing, Beijing, je sais pas si tu connais. D'accord. C'est ouais, Ouais, c'est ouais, sûr. c'est Je lui. m'intéresse un peu au marché chinois, du coup, je regarde un petit peu on va dire Yeah. les artistes. Mais je t'avoue, à part Jay Chou, un petit peu, un ou deux autres artistes, tu vois, les gros, en fait. Et encore, je crois que Jay Chou, il est taïwanais, je pense. Ouais. Ouais, Faut pas que Taïwanais. je me gourre, ouais. Faut pas que je me gourre. Hein. Ah, Deshu, C'est très polémique, là, ce que j'ai fait. c'est lui qui a chanté Prengyo, Friends. Ouais, c'est ça. Prengyo, Ishani, Kizon. Ouais. Yeah, yeah, yeah. Je connais que les C'est titres en comme, anglais, ouais. Mais ouais, c'est ouais, ça. c'est comme tu as prononcé, j'ai pas, ouais, Pardon, ouais, désolé pour ma ouais, prononciation. Hein. ouais, Je non, sais compter en chinois, je sais compter. I, R, sensei, ou liao, tsiba, tse. Bon, c'est un peu approximatif. C'est à approximatif. Singapour, il y a beaucoup, il y a, je pense, 75% de la communauté Ouais, qui vient de la Chine, ouais. ouais, ça c'est. Bah, de toute façon, moi, quand j'ai fait mes études là-bas, j'étais le seul non chinois, en fait. C'est même Ah, pas le non singapourien, c'est vraiment non chinois. Donc, parfois, les profs, ils faisaient des blagues en chinois, et parfois, ils parlaient avec des élèves en chinois, et moi, j'étais là, j'étais complètement perdu. Donc, non, j'en ai pas profité pour l'apprendre, pour la simple et bonne raison que, en fait, je pensais rester juste un an et demi ou un an, tu vois. Je me suis dit, en un an, je vais jamais réussir à l'apprendre. Donc, à la place, j'ai choisi l'indonésien, quoi. mhm. Je me suis dit que Le c'était plus simple Bahasa à ou bien? apprendre. À la base, ça, je me suis dit que ce serait plus Ouais, simple à apprendre. ouais, tu es là, Et, chipat, chipat. et je passais tellement de temps en Indonésie que, tu vois, c'était beaucoup Mhm. plus simple de pratiquer. Et même je me voyais plus, tu vois, vivre dans un pays comme l'Indonésie que la Chine. Après, je connais pas vraiment la Chine, je suis juste allé à Hong Kong et Macao. Macao, ouais. Mais en fait, les villes, elles sont trop grosses pour moi, en fait. C'est trop, Ok. tu vois. Moi, j'aime bien des trucs qui sont un petit peu plus chill, au bord de la mer, un petit Ah, peu plus moi simple. c'est le contraire. Moi, c'est le contraire. Pour l'histoire, quand je suis venu en Allemagne, parce que l'histoire avec l'Allemagne, c'est que je travaille avec cette entreprise en Chine. Donc là-bas, j'ai développé le marché chinois. Mhm. Et en un moment, ils ont voulu que je vienne ici parce que j'étais venu à une foire et il y avait beaucoup de clients français. Donc en 2018, ils m'ont dit de venir essayer de développer le marché français. Et voilà. Et imagine, je quitte Shanghai, il y a plus, environ 30 millions d'habitants. Je viens, je me retrouve dans la zone industrielle, dans une sorte de Mhm. village où il n'y a que 5 000, 6 000 habitants. Ah Donc ouais, tu là, vois t'as dû déjà, devenir fou, quoi. ah ouais, ouais, parce que voilà, je suis habitué au bruit de Shanghai, tu vois. Et Alors que là, là, je c'est viens, trop calme. Il y a même pas de c'est train. différent. Ah, c'est dur, ouais, Il y a rien, c'est il y a différent. rien, il y a rien. Ah, c'est Mais bon, différent. Mais tu t'y es fait, au final. ouais, ouais, parce que déjà, je venais avant pour quelques missions et je retournais. Et, et quand je suis revenu, j'étais revenu pour une plus longue période, donc 6, 7 mois, où je devais développer le marché. Et quand j'ai commencé à trouver des clients, à amener des projets. Donc, j'ai dû rester encore. Et normalement, je devais retourner en Chine juste mi-avril 2020, juste pendant que le Covid était là à temps plein, tu vois. Et là, ce n'était plus possible de retourner. Et en même temps, j'ai développé d'autres marchés. Donc, du coup, voilà. Là, je dois me résigner à rester là.
Et en même temps, voilà, j'ai commencé d'autres activités parallèles ici en Europe et qui c'est encore plus facile d'opérer d'ici que d'opérer de la Chine ou de l'Asie parce que là, tu es à plus 8 des autres et c'est un peu compliqué. Ouais, ouais, c'est vrai que c'est un peu différent. Mais du coup, tu dois avoir un sacré avantage compétitif, toi, par rapport à, je veux dire, par rapport à tes pairs, par exemple, au Sénégal. Donc, si jamais tu veux ensuite, voilà, travailler avec une boîte chinoise en Sénégal ou plus ou moins faire du commerce international, tu seras, on va dire, avantagé, en fait. Vu que tu parles chinois plus sénégalais, ça va te permettre de créer, en fait, des relations beaucoup plus rapidement. Après, je sais pas quelle est la situation aujourd'hui du commerce entre les Chinois et le Sénégal, mais de ce que j'ai vu en Afrique, ils investissent quand même beaucoup, donc pour toi, ça va être hyper intéressant, hein. Ça doit être une expérience, ça va être une expérience que tu vas pouvoir valoriser, mais puissance, puissance 100, tu vois. Donc ça, c'est cool, Oui, hein. c'est plus la dernière option de travailler avec des Chinois parce que déjà parce que moi je suis plus depuis un an et demi, donc je suis plus à mon compte, donc avec mon entreprise on n'est que partenaire. Et donc c'était l'objectif final quand j'ai décidé de rester en Chine, donc déjà de me faire un carnet d'adresses. Mhm. Il y a, en 2020, juste avant le Covid, j'étais parti au Sénégal parce qu'il y avait un investisseur que je connaissais en Chine. C'est un noir américain. Lui aussi, il est venu, il s'est fait, donc je l'ai connu à Shanghai. Donc, il avait ce qu'on appelle le Networking Event Club et il organisait des yacht parties de networking. Donc moi, dès que je suis venu, donc j'ai vu que c'était un black. Au début, je croyais que c'était un Africain. Donc j'ai vu que c'était un black African, Afro-Américain. Donc j'ai commencé. J'étais étudiant en ce moment. Donc moi, j'ai cherché du travail et lui, il avait les consuls et tout. Donc voilà, j'étais comme son nom. Donc tout le temps, je l'appelle, hey, hey, t'as pas un événement là? Donc c'est là un événement. Donc je viens, voilà, j'aide. Donc du coup, au fur et à mesure, moi aussi, j'ai commencé à tisser des relations avec des consuls, des ambassadeurs, parce que voilà, c'était ce genre d'événement qu'il organisait. Et donc, à un moment, il me dit, OK, tu viens, quand j'ai un événement, tu travailles avec moi. Donc, j'ai dit, OK, sans souci. Donc, comme ça, de fil en aiguille, j'ai tissé mes relations et en 2020, ouais, 2019, 2020, je lui ai dit, OK, viens au Sénégal, il y a des opportunités. Donc, il est venu, on est parti voir quelques ministères parce que normalement, il devait aussi organiser, je ne me rappelle plus comment ça s'appelle, le nom de l'événement, mais c'était un événement qui regroupait tous les pays africains. Donc, c'était comme le sommet que la Chine organise avec l'Afrique, mais en privé. Donc, il est parti après le Sénégal, il a fait le Nigeria, l'Éthiopie, Rwanda. Donc, on part, on voit les industriels là-bas, ou bien des entrepreneurs qui seront intéressés de venir rencontrer d'autres Chinois qui évoluent dans le même domaine. Donc, du coup, c'était un événement qui devait avoir avec un fort risque d'investissement des Chinois qui étaient prêts à venir investir. Mais après, il y a eu le Covid parce que ça devait se passer le 25 ou le 27 mai 2020. Donc, donc là, voilà, et ils ont dû annuler ça jusqu'à nouvel ordre. Donc oui, il y a un grand potentiel pour les investisseurs. Et peut-être que voilà, j'ai un avantage, mais de plus en plus, il y a des Sénégalais qui vont en Chine qui se forment. Et bien avant moi, il y avait eu d'autres Sénégalais. Et la plupart, quand ils reviennent, ils travaillent avec des Chinois. Parce qu'il y a beaucoup d'entreprises chinoises qui sont implantées au Sénégal. Et d'habitude, eux, tu vois, quand ils voyagent, c'est leur culture, c'est entre eux. Donc, ceux qui étaient là et qui font le petit commerce au détail, qui vendent dans les marchés, et ils savent parler le Wolof, ils savent communiquer avec la population locale. Mais d'autres qui viennent juste pour une mission, pour repartir, eux, ils ne savent pas communiquer ni en français, et leur anglais, tu connais l'anglais des Chinois de la Chine. Donc, ils ont besoin d'interprètes pour venir leur aider dans leur entreprise, en fait. Ok. Voilà, ça fait sens. Ouais. C'est vrai que ça rejoint un peu ce que j'avais pu voir, tu vois. À plus petite échelle, entre guillemets, parce que, honnêtement, Singapour, ça reste quand même un très bon mix, voire un mix vraiment parfait entre l'Ouest et l'Est, en fait. Moi, perso, tu vois, j'ai pas senti de gros chocs
En fait, j'ai toujours dit, si tu veux commencer par aller à l'étranger et surtout en Asie, Singapour, c'est la porte d'entrée la plus simple. Vraiment, il n'y a pas Ouais. de, le choc culturel, il est faible. Enfin, il n'y a pas trop de difficultés. Après, la deuxième étape, c'est d'aller dans un pays comme Hong Kong, peut-être, ou Taïwan, où là, Ouais, Hong Kong. c'est un peu plus difficile. Parce qu'il y a quand même beaucoup d'endroits où ça parle pas très bien anglais et puis c'est un petit peu plus difficile, en fait, d'entrer dans le, Mm. en fait, c'est une culture tellement forte que c'est vraiment difficile, on va dire, C'est ça. de s'intégrer. Et là, la dernière étape, le Graal ultime, c'est les pays comme le Japon, la Chine ou la Corée avec une identité tellement forte que Mm. vraiment il faut que tu apprennes la langue. Sinon, bah, tu vas te retrouver tout seul. C'est ça. Mais Donc, Le Japon, comparé à la Chine, je me dis que c'est encore euh, plus faisable. Parce que moi, avant d'apprendre le chinois, j'ai appris les japonais. Donc, ah ouais, il y d'accord. avait plus. Ouais. Et les japonais, c'est encore plus facile parce que tu as le romaji, le katakana, mais le romaji, c'est facile. Je me dis que c'est encore plus facile que les chinois, où il n'y a que les caractères. C'est beaucoup plus compliqué. D'accord. Ouais. Ok. Et Ah, putain, ouais. Du coup, toi, parle-nous un peu de toi aussi. ouais, bah, écoute, bah, moi, de mon côté, c'est un parcours, on va dire un peu plus linéaire parce que je suis pas revenu autant de fois que toi en Europe. Donc, moi, je suis allé, bah, directement en Asie et je suis revenu, bah, que l'an dernier pendant le Covid. Bah, en gros, je suis allé, on va dire que j'ai fait, au départ des études, ensuite, j'ai travaillé en finance au départ. Et là, j'ai pas kiffé, donc là, c'est là où j'ai lancé mon truc dans la musique. Et Mhm. ensuite, bah, je suis revenu ici. Donc là, il y a eu plusieurs étapes, on va dire. Et comparé à toi, je dirais que moi, j'ai pas eu cette chance directement, en fait, de travailler, on va dire, en fait, vu que je parlais pas chinois, j'ai pas eu l'occasion, tu vois, d'intervenir directement dans une boîte qui me permette ensuite de revenir en France et vice versa. Donc, faire des allers-retours ou même de justifier, on va dire, une présence, tu vois, dans les deux pays. Donc dans ma boîte, bah, c'était une boîte plus anglophone, donc je travaillais entre Londres et Singapour. Il y avait, on va dire, c'était pas un dépaysement total. Mais bon, après, vu que j'aimais pas la finance, de toute façon, moi, je me suis barré assez vite. Et c'est là après où je me suis lancé dans Dans la la musique, ouais. musique. Ouais. Mais on va dire que vraiment là où j'ai limite eu le plus d'interaction avec le côté, on va dire, le vrai côté asiatique de Singapour, c'était quand j'étais en études. Vu que j'étais le seul, en fait, Ah. de ma classe à pas être chinois, Ouais. c'était complètement différent. Et juste pour expliquer, en fait, pourquoi est-ce que j'étais qu'avec des élèves chinois, en fait, c'est parce que Singapour, les Singapouriens, ils font pas beaucoup de masters. Parce qu'ils trouvent du travail assez rapidement, même avec un Ouais, bachelor. ok, d'accord. Ouais. Déjà, c'est la première raison. Et la deuxième, c'est que ça coûte cher. Quand on dit qu'ils Ouais. peuvent trouver un travail sans payer les 30 000 euros par an, ça les convainc pas, on va dire, ça les pousse pas du tout à faire des études un peu plus longues. Donc, en fait, ils vont chercher Ouais. des élèves, des très bons élèves dans le coin, et généralement, bah, ils vont venir de Chine, ils vont venir de Peking University, Mm. toutes les meilleures universités chinoises. Yeah. Donc ouais, c'est là où j'ai, on va dire, le plus d'interaction avec les Chinois, moi, de mon côté. J'avoue que c'était un peu difficile parce que ils avaient, bah, du coup, leur cercle, je pense, qu'ils étaient une classe de 35, ils étaient 34, j'étais un peu tout seul. J'essayais d'organiser un petit peu des trucs par là, mais tu vois, ça tournait souvent autour de la bouffe, ils me montraient un petit peu des bouffes un peu chinoises. Je sais dire aussi, je sais dire Puya Utsuro. Je sais pas si tu, Ah, bah, tu manges pas le voilà. porc. Voilà, je me suis débrouillé avec ça pendant très longtemps, hein. J'ai pas eu Ah, besoin de plus. j'ai une histoire avec ça. Je viens d'arriver en Chine. Tu connais les Bowser, euh, il y a les dumplings, les Jiaozi, Ouais, et il y a les Bowser qui sont encore plus ronds. Donc voilà, à la cafétéria à l'université, donc je suis venu. Donc on a appris les Neuro, Juro, Giro, tu vois. Et donc je suis parti chez la dame. Donc elle vend les Bowser. Donc je suis venu, je lui ai dit que ok, moi donc voilà, je suis musulman, je ne mange pas le porc. Donc quand tu me fais juste végétarien et avec chicken. Donc, du coup, on venait d'arriver. Mais poulet en chinois, c'est jiro. Et le porc, c'est juro. Donc, moi, quand je suis venu, je lui ai dit que, OK, donc moi, je ne mange pas du poulet, je ne mange que le porc. oh Donc, merde.
Ah, l'erreur. Ouais, je suis parti pendant 3 mois, j'ai mangé chaque jour, je venais, ok. Elle Incroyable. connaissait mes préférences, ouais. Elle connaissait mes préférences. Quand je viens, elle me prépare mes Bowser, Juro et Chusai. Donc, Pendant un trois jour, mois, je t'as mangé vais, du... ouais, 3, 4 mois, un jour, je suis parti C'était beau ou avec pas? un ami. Ça va. donc, donc, un jour, je suis parti avec un ami malien. Donc, lui, il était là-bas pendant 3 à 4 ans. Donc, il vient, il me voit acheter chez la dame, là. Il me dit, mais toi, pourquoi tu achètes chez la dame? Elle ne vend que du porc. Je dis, non, 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 non. Elle vend que du poulet et du végétarien. Parce que moi, je lui ai déjà parlé. Donc, il me dit, non. Donc, on part. Et elle me voit, elle commence à me saluer, on part. Je dis, OK, qu'est-ce que je viens acheter ici? Donc, elle lui dit que non, moi, je viens acheter du porc et, Ah ouais, et des végétaux. Donc, du coup, il a dû lui expliquer que voilà, moi, après, j'ai changé. Et c'est juste des anecdotes comme ça. c'est Donc, avec incroyable. juste, c'est entre Petite, le un G petit et le Ju. changement. Ouais, Ouais. c'est G et Ju. Et voilà, pendant 3 mois, je me suis retrouvé à manger du porc. Ah ouais, j'ai peut-être fait l'erreur aussi, mais je t'avoue que je l'aurais pas remarqué. Personne m'a rattrapé dessus encore. Ouais, tu Ah, mais vois. c'est pour ça que c'est Ouais, difficile comme langue. Comme tu dis, une simple intonation, une simple différence c'est ça, dans c'est ton ça. intonation, dans ton accent, et puis bah tu te retrouves à manger du porc. Euh, Pendant 3 mois, oui. Et du coup, après la finance, comment est venu le déclic avec la musique? C'était des rencontres, voilà. Ouais, c'était, bah, je pense que c'est un mix, on va dire, une combinaison en fait de plusieurs facteurs. Je pense que le premier, tu vois, prémis, c'est déjà bah, c'est un peu cliché, tu vois, bah, du coup vu que j'aimais bien la musique et puis surtout je faisais en fait pas mal de sessions, je m'étais intéressé à la prod, etc. depuis très longtemps. Ça, je pense un petit peu joué. Et surtout, le deuxième facteur, c'est que j'aimais vraiment pas ce que je faisais. Donc, je me suis dit, bah, écoute, choisis quand même un truc on va dire, qui te Qui te parle plaît? plus. Et là, bah, c'était le premier truc qui me passait par la tête. Et après, bah, le troisième facteur, c'est aussi le facteur, on va dire, timing. Tu vois, je suis entré dans un programme directement qui m'a permis de rencontrer, bah, mon associé qui était déjà dans l'industrie. Et c'est là où j'ai creusé un petit peu plus le sujet parce que ça s'arrête pas à faire de la musique et vendre sa musique. L'industrie, elle est quand même beaucoup plus complexe avec, beaucoup plus que la chaîne de production, tu as aussi la chaîne de valeur. Et la chaîne de valeur, elle est très complexe parce que ça implique beaucoup de copyright, de licences. Euh, c'est une chaîne extrêmement compliquée. Donc, tu as vraiment plusieurs industries dans une même industrie. Tu vas avoir le côté publishing, le côté édition et le côté mastering. Donc, ouais, c'est vrai que je suis arrivé sur une industrie qui était tout aussi complexe, en fait, que la finance au final. Et bon, après, ça allait assez vite, en fait, vu qu'on était déjà dans un programme qui permettait de rencontrer en fait des investisseurs assez rapidement. On a pu lever un précis. Donc on a pu lever, je mets les termes, c'était autour de 50 000 euros au départ pour 10% de la boîte. Mais bon, après c'est seulement 3 mois après la création. Enfin, en fait, justement, pardon, parce que j'avais pas encore créé la boîte. Mais c'est 3 mois après avoir rencontré mon associé et avoir lancé en fait le business plan. Donc en fait, au bout de 3 mois, ils ont surtout investi sur l'équipe et sur les fondateurs, beaucoup plus que sur, on va dire, l'idée ou même la problématique. Ouais. Donc ça allait assez vite à ce niveau-là et après les 6 premiers mois, voilà, tu vois, c'était en plusieurs phases, 3 mois et ensuite encore 3 mois. Là, c'était juste avant le Covid, on a rencontré des business angels et là, on a réussi à leur faire signer assez rapidement en fait une term sheet, donc Mhm. en fait on va dire une promesse d'investissement. Et donc on Yeah. a touché, voilà, on a levé de l'argent auprès de business angels autour de 100 000 euros assez rapidement et ce juste avant le Covid. Donc ça, c'est ce qui nous a permis de tenir jusqu'ici. Et maintenant, bah, écoute, maintenant ça commence à avancer assez bien. On va dire qu'on a commencé à avoir des bons clients. Et puis, en fait, ce qu'on fait pour faire Phonic, c'est, en gros, on aide vraiment les artistes à récupérer leur argent en ligne. Donc, on va les aider à aller chercher sur YouTube de manière complètement scalable, donc de manière à Mhm. grande échelle. On va aller chercher toutes Mhm. les utilisations qui sont faites de leur contenu, que ce soit donc Yeah. du contenu, voilà, c'est surtout du contenu musical, parce que je sais que ça peut être du contenu, Mhm. voilà, 2 minutes, 3 minutes, quelque chose, voilà, qu'ils ont que ce soit un gros son ou un petit son. Donc ça c'est voilà, ça c'est quelque chose sur lequel on travaille depuis. Donc on a sorti le produit, on a beaucoup travaillé
on va dire le design qui est autour, donc l'expérience utilisateur en fait et l'interface. Donc là maintenant on a sorti le produit donc qui est utilisé par nos labels qui sont nos partenaires et maintenant bah écoute ça avance plutôt bien. Là ce qui va être les plus gros challenges qu'on va avoir ça va être au niveau de notre business model. La complexité c'est dans notre modèle en lui-même, c'est-à-dire que nous on touche une commission sur les royalties. Sauf que les royalties, c'est quelque chose qui peut tomber dans 6 mois comme ça peut tomber dans un an. En fait, on n'a pas vraiment, on va dire, une vision extrêmement précise du cash flow qu'on va avoir. Et donc ça, c'est extrêmement difficile quand tu as une boîte de gérer en fait une entreprise sans vraiment savoir quand est-ce que tu vas recevoir l'argent sur ton compte. Tu ne sais pas si un certain mois tu vas pouvoir payer tes salariés ou pas du tout. Donc ça, c'est quelque chose, on va dire, qui va être assez challenging et qu'on est en train de regarder assez, on va dire de manière assez importante maintenant. Donc vraiment, de toute façon, on est obligé, on n'a pas le choix. Ouais, mais bon, c'est le risque qui vient avec, tu vois. Et bien sûr, je pense que dans toute entreprise, je me dis que si c'était trop linéaire, donc en un moment, voilà, c'est bien, c'est toujours bien de savoir, voilà, c'est à quoi il faut s'attendre. Mais avoir ce genre de... Et c'est un risque aussi. Quand tu gagnes fort aussi. Donc, on me dit que ouais, les jeux en vaut la chandelle, après tout. Ah, j'espère bien. C'est juste la pression avant de recevoir, tu vois. Ah, écoute, j'espère bien. On va voir ce que ça donne exactement. D'ici, je sais pas, les prochains mois vont être vraiment décisifs, en fait, les 6 prochains mois, bon, même si, en fait, c'est décisif tous les jours dans une startup, mais les 6 prochains mois, en fait, ils vont nous donner une bonne idée, en fait, de est-ce qu'on va exploser dans les 2 prochaines années ou pas, en fait, ça va nous donner vraiment une bonne vision là-dessus. Et d'autres challenges qui sont un peu difficiles, on va dire, c'est de bosser à distance, vu que toute l'équipe, elle est en Asie, même si je me réveille plutôt assez souvent. Ça reste quand même difficile de jamais rencontrer, enfin de jamais partager ou de voir en fait ses collègues. Bon, là, vu de toute façon avec le Covid, je pense que tout le monde doit ressentir plus ou moins ça, mais ça reste quand même difficile parce que pour challenger quelqu'un en fait et apprendre des autres, je trouve que la visio c'est pas du tout le meilleur moyen. Ça reste difficile. Toujours, Il faut le physique, tu vois. Ouais, bien sûr, c'est très difficile de lire en fait dans la personne. À travers la visio donc voilà, moi je beaucoup de mentalisme, j'essaie de comprendre par exemple mes collègues, même mes employés comment ils réfléchissent pour savoir s'ils vont bien, si les projets les intéressent, s'ils sont intéressés vraiment par le produit, etc. Et en fait c'est très difficile par la visio de savoir si tes employés ils sont dans un moment s'ils sont un peu down ou si voilà il y a quelque chose qui va pas et qu'ils osent pas te le dire. Tu vois, ça c'est vraiment quelque chose moi qui me dérange le plus dans le remote et le télétravail. Même si je pense qu'il faudra un mix des deux en fait, faudrait pas que tout soit blanc, que tout soit noir. Je pense quand même qu'un petit mix des deux ça ferait pas de mal dans les prochains mois. Ouais. Et donc tu me parlais de choc culturel entre l'Asie et les autres continents. Comment tu fais avec tes employés? Parce que en Chine, quand je travaillais avec mes employés, tu vas dire, OK, on va faire ça, ça et ça. Et ils vont te dire, OK. Au final, ce OK, ils n'ont pas compris une chose, mais ils ne veulent pas demander. Donc, au final, 2 mois après, 1 mois après, tu te retrouves avec un travail qui est soit à côté, soit qui n'a pas été fait. Parce que au lieu de te dire, OK, je ne comprends pas, ils vont te dire OK, et au final, voilà, c'est rien de fait. Je sais pas si tu as eu ce genre de situation auparavant. Ça, je l'ai beaucoup eu, ça, je l'ai beaucoup eu. Mais après, je t'avoue que je l'ai pas beaucoup eu, avec, l'équipe qu'on a maintenant, qui est plus en Indonésie. Là où j'ai plus rencontré ce problème, c'était en Inde. C'est vrai que j'écrivais, par exemple, une to-do de 10 pages le matin. Alors, j'abuse quand je dis 10 pages, mais c'était plus une quinzaine de lignes. Qui était une to-do assez détaillée. Au bout de 2-3 ans, en fait, tu te demandes où est-ce qu'on en est, et puis tu te dis, ouais, en fait, j'avais pas compris le premier, donc, j'ai pas pu avancer. Tu vois, bon. T'aurais pu me demander, quoi. Et c'est vrai que ça, c'est un gros challenge, parce que nous, on est habitué à, enfin, on va pas, en fait,
Sur le stand, nous, on va oser dire quand on comprend pas quelque chose. On va oser aussi remettre en question, challenger. Alors que, comme tu dis, en Asie, ce qui est un peu difficile, c'est quand même le OK, OK, OK. Et au final, bah, tu te retrouves avec quelque chose qui est pas du tout OK. C'est ça. Et ça c'est difficile. Ouais, tu te retrouves à faire des visios toutes les 5 minutes pour vraiment Voir voir si si c'est ça OK. avance. Ouais, pour voir si c'est OK. C'est pour ça que je te dis, en fait, être à côté, ça reste quand même beaucoup plus simple. Donc ça, c'est vrai que le choc, il était réel, plus du côté, on va dire, bah, surtout côté développement technique, etc., etc. Donc moi, je t'avoue que je l'ai eu plus côté Inde et toi, je pense que tu l'as eu plus côté Chine. Et je pense que ça reste ouais, un décalage culturel en fait qu'on a par rapport à ici. Après, pour eux, c'est aussi un décalage culturel. Travailler avec des gens qui n'hésitent pas en fait à remettre en question continuellement et à on va dire bloquer des projets s'il le faut. Et tu vois, c'est pas pour rien qu'on manifeste beaucoup, c'est on exprime beaucoup d'idées, parfois qui sont pas forcément valables, hein, mais on en exprime beaucoup et on n'hésite pas en fait à intervenir à un certain point et à dire bon là on arrête tout, moi je comprends pas donc pour l'instant on n'avance pas dans ce projet. Donc c'est vrai que leurs projets ils vont aller beaucoup plus vite, mais est-ce qu'ils vont toujours dans la bonne direction? Donc il y a rarement des challenges ou on va dire des remises en question. C'est vrai que c'est un peu différent. Donc je pense qu'il faut encore une fois trouver tu vois, le bon compromis entre la manière dont on a été éduqué, donc la manière un peu occidentale, et puis la manière de travailler, donc la manière plus, on va dire beaucoup plus traditionnelle, plus conservatrice, et même beaucoup plus hiérarchique. Et donc nous ce qu'on fait, c'est qu'on essaie quand même, moi personnellement j'essaie toujours d'être ouvert à des idées, j'essaie quand même de les pousser par exemple à faire, pour donner des exemples, en fait je les pousse à faire des présentations pour savoir si eux-mêmes ont compris en fait ce qu'ils disent. Parce que je me dis, c'est quand même la meilleure manière de savoir si quelqu'un a compris, c'est de le voir expliquer ou de l'écouter en fait expliquer un point. Et c'est à ce moment-là où tu sauras si. Et je t'avais entendu aussi dire dans le podcast que tu avais fait avec Sadir, avec les Indiens. Moi, là, je suis aussi en train de développer une application au Sénégal. Et il a fallu aussi que j'aille me former un peu en UI, UX, donc pour pouvoir leur expliquer ce à quoi je m'attends. Parce qu'après, ils vont venir me dire, OK, mais ça, si on fait ça, ça va prendre du temps. Je dis, OK, c'est pas le temps qui compte, mais il faut juste qu'on respecte qu'il faut inclure cette option, celle-là, réduire celle-ci. Par exemple, c'est comme un mock-up, je leur envoie un mock-up. Ils me disent, OK, on peut faire le mock-up, mais on ne peut pas changer les designing. Parce que voilà, là, il faut faire appel à quelqu'un d'autre. Je dis, OK, on peut faire appel à quelqu'un d'autre, mais ça ne veut pas dire que ce n'est pas possible. Et donc, c'est ce genre de problème que j'ai avec eux. Et avec le temps, ce que je fais, c'est comme tu dis, parce que l'application que je suis en train de développer, j'ai essayé de voir avec des développeurs sénégalais, mais ça allait prendre une année, voire une année et demie, et je devais prendre différents profils. Mais là, je suis en train de travailler avec une agence, et là, ce que je fais avec eux, c'est que voilà, en plus, on ne fait pas de visio call, c'est WhatsApp. Donc voilà, on est sur WhatsApp et on parle. Si tu as un problème, à n'importe quel moment, tu peux m'appeler, tu m'envoies un message, et voilà, on gère ça étape par étape. Juste ne pas aller, parce qu'ils avaient tendance pour atteindre une étape, ils vont tout faire et venir me présenter le résultat. Alors que s'ils étaient venus me présenter le résultat avant, j'aurais pu leur dire, tu peux changer ceci, cela. Mais après, donc, tu perds une semaine juste pour quelque chose, s'ils t'avaient consulté à l'avance, que on pourrait gérer ça. Mais bon, je me dis que c'est l'autre côté de la globalisation parce que là, moi, je crois vraiment que voilà, ce n'est plus essentiel ou nécessaire que, voilà, que je suis au Sénégal. Donc, si je n'ai pas la main-d'œuvre, si je ne peux pas avancer sur un projet. Donc là, voilà, c'est plutôt global, interconnecté. Donc, sur ce projet-là, je travaille avec un Indien, un Indonésien. C'est lui qui fait tout ce qui est CSS et voilà, avec un Chinois. Mais c'est moi qui suis au centre et j'essaie de tout coordonner en même temps. Et en un moment, c'est difficile, mais après, voilà, ils font bien le travail, après tout. Et donc, c'est ce qui est important. Non, c'est pas pour moi, parce que je te dis, à côté aussi, je suis dans le digital marketing et tout ce qui est e-commerce, parce que quand j'étais en Chine, quand tu visites les villes comme Guangzhou, Shenzhen, je me suis plus intéressé dans tout ce qui était commerce.
Et après, voilà, quand je suis Mais c'est venu quoi en Europe, l'appli que parce tu que de développes l'autre là? C'est côté, c'est avec pour ta l'Asie, boîte? c'est que je n'avais pas la possibilité d'ouvrir des entreprises, tu vois un peu. Donc, tu peux le faire, mais après, dès que tu le fais, tu changes de statut. Et par exemple, pour l'entreprise, ou bien, j'ai créé un genre de holding qui regroupe deux, trois activités différentes. Et par exemple, en Chine, je ne pouvais pas avoir une carte de crédit qui allait pouvoir me permettre de faire ça. Au Sénégal, ça allait être voilà, beaucoup D'accord. de montées et descentes pour les procédures. Et en Europe, voilà, il suffit juste que tu amènes tes documents et tu es en règle et tu peux tout faire. Donc, c'est l'avantage et c'est pourquoi je ne suis pas encore retourné de sitôt parce que je travaille chaque jour avec mon agent en Chine et celui qui est en Indonésie et, et je suis en Europe. Si j'étais en Chine, ça aurait été plus facile avec le fuseau horaire, mais tout ce D'accord. qui est administratif et tout, voilà, it's a headache. Ouais. D'ailleurs, comment tu as fait ton entreprise est basée en Singapour ou bien en Corée? Ton entreprise, ton entreprise c'est en Corée que c'est basé ou bien... À Singapour, mais on a ouvert une filiale en Corée pour Ok. les réseaux évidents qui sont la K-pop. Vu que c'est Mhm. hyper dynamique, ça reste une musique hyper dynamique et vu qu'on se positionne, donc Fairphonic au départ on se positionnait quand même beaucoup sur la partie chaîne de valeur, la partie licensing. Maintenant on Mhm. commence aussi à travailler sur nos propres, il n'y a pas de nos propres sons en fait, mais on a créé un écosystème, une marketplace entre des Mhm. producteurs et des danseurs de K-pop. Et donc en fait on va aider des danseurs Mhm. à danser, enfin en fait à créer leur propre musique pour pouvoir euh, danser dessus et puis réaliser en fait leur performance dessus. Ouais. Donc ensuite récupérer toutes les royalties. Donc Et c'est un très gros marché, la K-pop. c'est énorme. Et puis Ouais. ça, bah l'Afrique aussi en général. Hein. Si tu regardes le Sénégal, le Nigeria, ça commence à devenir des marchés hyper importants. Donc t'as la plupart des labels qui commencent à ouvrir dans ces marchés-là. Donc là, tu dois sûrement connaître les deux, trois gros artistes un peu dans le coin. T'as aussi l'Afrique du Sud, qui prend énormément de galons. Donc c'est énorme, hein. C'est énorme ce qu'il est en train de se passer dans ces marchés. Parce qu'en fait, ce qui se passe, c'est que tout le monde commence à avoir un smartphone dans ces pays. Et donc, généralement, quand tu commences à avoir un smartphone, bah, tu commences aussi à avoir des applis comme Netflix, comme Spotify. Et en fait, avoir accès à la musique et à l'entertainment en général, donc tout ce qui est divertissement. Et donc là, il va y avoir une grosse bataille entre toutes les plateformes de streaming. T'en as une qui a Ouais. été créée au Nigeria qui s'appelle Boomplay, qui cartonne bien aussi. Donc Mhm. c'est une belle bataille. Hein, et voilà. En fait, ce qui est bien avec toute cette mondialisation, en fait, cette digitalisation entre guillemets, c'est qu'elle permet aussi à tout le monde de partout, enfin n'importe où t'es dans le monde, en fait, Ouais. de plus ou moins avoir accès à des contenus auxquels t'aurais jamais eu accès avant. Même si tu en avais des mangas très très tôt, c'était quand même hyper, enfin on va dire que c'était quand même, ça sortait un petit peu quand même du commun. Maintenant, tu peux avoir accès à peu près toutes les cultures, à des dramas coréens sur Netflix, tu peux Ouais. voir à peu près tous les films que tu veux, des films indiens, des films Bollywood, enfin, il y en a partout sur Netflix, de la musique chinoise, etc. T'en as partout sur Spotify. Un petit peu moins quand même, musique chinoise, mais par exemple, les artistes taïwanais, t'en as beaucoup. Ou même si c'est vraiment quelque chose qui t'intéresse, tu peux avoir des plateformes qui font que ça, comme KKBox. Donc c'est ou Tencent Music, pardon, mais voilà. En tout cas, tu peux toujours trouver ton bonheur. Maintenant, avec toutes ces plateformes et cette, on va dire, digitalisation qui s'est complètement mondialisée, qui a ouvert de nouvelles ressources. Donc, en fait, on se retrouve presque, enfin, toi et moi, on a presque eu, en fait, la chance de partir à l'étranger pour Yeah. avoir ça. Maintenant, je pense que les gens n'ont même plus besoin de ça. Ils peuvent vraiment se former et puis avoir accès à tout ça beaucoup plus tôt ou même à distance, en fait. Et je sais pas si tu connais YouCall et QQ Ouais, Music. quelques musiques, je connais bien quelques musiques. Et comment vous vous positionnez par rapport à ces plateformes? Bah, ces plateformes, nous, on les aide pas directement parce que on n'a pas une valeur ajoutée en fait qui est énorme. Nous, notre valeur ajoutée, ça reste vraiment le fait qu'on puisse détecter en fait tout Ouais. ce qui est copyright infringement et ça arrive plus sur des plateformes comme TikTok, YouTube, Facebook où les gens en fait ce qu'on appelle Ouais. du user generated content, donc c'est du contenu utilisateur. Yeah, Voilà, et UGC. donc c'est là où c'est un petit peu
différents. Donc c'est vraiment des utilisateurs qui vont uploader tout et n'importe quoi sans savoir qu'ils sont en train d'utiliser du contenu qui leur revient pas de droit. Mais c'est pas leur faute, hein, au final. C'est juste que le contenu existe et puis qu'ils puissent finir sur la plateforme. Donc pour tout ce qui est QQ musique et musique plateforme streaming en général, ne c'est pas du tout pour les acteurs qu'on vise. Par contre, ce serait bien de développer aussi une solution pour leur problématique de licensing dans le futur. Et ça, ils en ont plein, et donc ça, c'est vraiment quelque chose qu'on essaie de tacler, mais en fait de regarder même plus précisément depuis quelques mois. Les QQ Music, à voir s'ils existent encore sur le marché d'ici 2 ans, hein, parce que Tencent Music est en train de tout bouffer, je pense. Donc, ça va être dur. Ouais. Ok. Parce que moi, je l'utilise toujours. Et après, en Chine, avec les VPN et tout, c'est compliqué de télécharger d'autres applications, bien tout le temps être sur VPN. Et donc, tu parlais tout à l'heure de UGC. Par exemple, moi, quand je vais upload une vidéo sur Instagram avec la musique d'un chanteur X, comment ça va se passer avec votre application? C'est quoi le système? Ouais, donc toi, si tu mets, t'as dit Instagram, pardon, c'est ça? Instagram, ouais. Donc là, si tu mets sur Instagram, ça va être, toi, t'auras absolument aucune, on va dire, responsabilité. Donc là, tu peux mettre n'importe quelle musique, c'est la plateforme, en fait, qui te permet même parfois de sélectionner dans une librairie. Par contre, ça te Instagram, en fait, de payer les droits. Aujourd'hui, il existe plusieurs modèles. Tu as le modèle Instagram, tu as le modèle TikTok, tu as le modèle YouTube. Et chacun fonctionne différemment. Pour donner un ordre de grandeur, YouTube, bah, ça dépend du nombre de vues de la vidéo. À peu près 1000 vues, c'est environ $1. Pour Instagram et TikTok, c'est un peu différent. C'est en fonction du nombre de vidéos qui utilisent cette musique, et non pas le nombre de vues. Donc s'il y a une chanson qui est connue, mais qui a seulement généré 10 vidéos, elle va pas générer beaucoup d'argent. Et en fait, ça reste quand même un milieu où c'est pas très transparent. Les acteurs, en fait, les artistes n'ont pas accès à cette data. Donc en fait, ils vont recevoir tous les 3 mois un chèque avec, par exemple, écrit $5 dessus qui vient de TikTok. Je sais pas, ça correspond à 50 vidéos, à 5 vues. Ça reste quand même extrêmement blurry, en fait. C'est obscur, vraiment, ce qui se passe, c'est très obscur. Donc nous, là où on intervient, c'est que nous, on peut détecter, nous, on sait où est-ce qu'elle est jouée cette musique. Et donc nous, en fait, on donne cette information aux artistes. Donc l'artiste, ensuite, il a 2 options. La première, c'est une fois qu'on lui a donné l'information, il se débrouille. Il a une équipe légale, il se démerde, entre guillemets. Désolé du langage. La deuxième option, c'est de venir nous voir. Et nous, on a aussi notre équipe. On n'a pas vraiment une équipe légale, mais on a des partenaires officiels qui font ce genre de choses. Donc nous, on peut envoyer en fait des avocats qui vont aller chercher cet argent qu'il a réduit. Parce que nous, on peut le calculer en fait en fonction de ce que nous on détecte directement. Et disons que c'est quelqu'un qui fait aussi un autre exemple, quelqu'un qui va faire du media buying. Donc par exemple un content creator qui va upload ses vidéos sur YouTube et utiliser aussi Facebook Ads ou Google Ads pour booster ça. Donc cette personne-là a déjà payé Google Ads, disons, on va faire Google Ads, après ça va aller sur YouTube. Donc, elle a déjà payé et l'Ads a été approuvé. Donc, elle va faire 1 million de vues et l'objectif de la vidéo n'était pas plus, il n'y avait rien à voir avec le son de l'artiste, mais le son il figure, disons, pour 10 secondes. Dans ce cas précis, comment vous allez pouvoir prendre et utiliser l'équipe légale ou bien pouvoir payer les royalties par rapport à cela? Voilà, ça devient, là on rentre, on va dire, dans des trucs assez techniques, mais par exemple à 10 secondes, ça active pas une licence en fait. L'utilisation de 10 secondes, elle reste plus ou moins acceptée sur le marché par les labels. Par contre, si tu commences à dépasser, je crois que le seuil d'activation, ça dépend des plateformes un peu plus, mais c'est autour de 15 secondes. Là, un créateur qui utilise une musique de 15 secondes sur sa vidéo, même si c'est pas le sujet principal, hein, c'est toujours du copyright infringement. Donc là, il risque 2 choses, un takedown ou alors de devoir rembourser ce qu'il a généré en fait en tant que de devoir de l'argent aux artistes. Et nous, là, on intervient, c'est que nous, on peut détecter ça automatiquement, plus auprès du créateur directement, de la plateforme, pardon, en disant, écoutez, le créateur, ça sert à rien de retirer sa vidéo, parce que nous, on sait qu'ils sont les artistes qui sont derrière, et voilà, on a leur vue, en fonction du nombre de vues, du nombre de vidéos, et nous, ensuite, on paye ces artistes-là directement.
Et c'était cool en tout cas. Merci d'avoir pris le temps d'échanger sur ces sujets. Et Merci à au toi. plaisir de se voir un jour. Hein. Là, t'es en Allemagne, là, c'est ça? Ouais, oui, je suis retourné en Allemagne. Je suis venu. C'est quand tu revenais que moi, c'est le dimanche j'ai quitté Paris. Bah écoute, je pense que tu passeras à Paris avant que moi je passe à Stuttgart, donc tu me diras à ce moment-là. J'ai rien contre Stuttgart, hein, mais je t'avoue que l'Allemagne, j'ai déjà donné, ça me va.